Bonjour à toutes et à tous. Alors 2026, ça approche et pour les retraités français, cette année s'annonce comme une période de changements fiscaux, peut-être même une double secousse. Oui, bonjour. Effectivement, il y a deux grosses mesures qui sont annoncées et qui pourraient toucher le portefeuille de pas mal de monde. On va essayer de décortiquer ça. C'est ça. On va se pencher sur ces réformes en se basant sur ce qui a été dit, les annonces du gouvernement, de François Bayrou notamment. Il y a deux points clés, c'est ça? Exactement. D'abord, le remplacement de l'abattement fiscal de 10% sur les pensions. On passerait à un forfait fixe. Et ensuite, cette fameuse année blanche qui gèlerait l'indexation de pas mal de prestations, dont les retraites. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se trame, qui pourrait y gagner, qui risque d'y perdre, et puis quel est le contexte derrière tout ça. On parle beaucoup de déficit, de budget. Tout à fait. Comprendre les implications pratiques pour les retraités au final. Alors, commençons par le premier point, la fin de l'abattement de 10%. C'était un système qu'on connaissait bien, hein. Oui, oui. Le système actuel, c'est simple, 10% d'abattement automatique sur votre pension imposable. Bon, avec un minimum, 450 € par personne, et un plafond, 4 399 € par foyer fiscal. Et c'était proportionnel, c'est ça le point important. C'est ça. Du coup, plus la retraite était élevée, plus l'avantage fiscal, en euros, était important. Logique. Et c'est ça que le gouvernement veut changer. Pourquoi? Quelles sont les raisons qu'il donne? Il y en a principalement deux qui ressortent. D'abord, le coût. Ça coûte à l'État environ 4,5 milliards d'euros par an, cet abattement. Ah oui, quand même. Oui, c'est une somme. Et en période de restrictions budgétaires annoncées, forcément ça pèse. Et puis, l'autre raison, c'est l'objectif affiché par Bercy. Simplifier, oui, mais surtout redistribuer les avantages fiscaux vers les foyers modestes. Donc, aider les petites retraites en gros. Voilà, l'idée c'est de réorienter l'avantage fiscal dans un contexte où il faut absolument réduire le déficit public. Faut pas oublier, ça touche potentiellement 17 millions de retraités. D'accord. Et alors à la place, il propose quoi pour 2026? Si c'est voté cet automne, bien sûr. Alors la proposition, c'est de passer à un forfait annuel fixe, 2 000 € par personne retraitée. Peu importe le montant de la retraite. Exactement. Que vous touchiez une petite ou une grosse retraite, c'est 2 000 € d'abattement par tête. Donc pour un couple, ça fait 4 000 €. C'est simple, en effet. Mais alors l'impact, il doit être très différent selon les revenus, j'imagine. Ah bah oui, forcément. C'est là qu'il faut regarder les chiffres de plus près. Il y a clairement des gagnants et des perdants. Alors, qui gagne et qui perd? Le point de bascule, le seuil critique si on peut dire, il se situe autour de 20 000 € de pension brute annuelle par personne. Ça fait à peu près 1 667 € par mois. D'accord. Et donc? En dessous de ces 20 000 €, le nouveau forfait de 2 000 € est plus avantageux que l'ancien abattement de 10%. Ah oui, logique. Si on a 15 000 euros par an, 10%, ça faisait 1 500 euros d'abattement. Là, on passe à 2 000 euros. C'est mieux. C'est exactement ça. Prenons l'exemple d'un couple qui touche, à eux deux, 20 000 € de pension par an. Avant, le rabattement, c'était 10%, soit 2 000 €. Demain, avec le forfait, ce sera 4 000 €, 2 000 par personne. Eux, ils sont clairement gagnants. Ok. Et pour ceux qui sont au-dessus de ce seuil de 20 000 euros par personne? Là, l'effet s'inverse. Si on prend un couple qui touche 43 000 € par an, leur abattement actuel, c'est 10%, donc 4 300 €. Juste sous le plafond? Voilà. Demain, avec le forfait, ils tombent à 4 000 €, 2 fois 2 000. Leur base imposable augmente un peu. L'impact fiscal, ce serait une petite hausse d'impôt estimée à 45 € par an. C'est pas énorme, mais ils sont légèrement perdants. Et si on prend une personne seule, avec une retraite plus conséquente? Là, ça peut faire plus mal. Effectivement, une personne seule qui touche 40 000 € de pension par an, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, son abattement est de 10%, soit 4 000 €. Oui. Demain, avec le forfait, ce sera seulement 2 000 €. Donc, sa base imposable augmente de 2 000 €. Et là, la hausse d'impôt estimée, ça pourrait grimper jusqu'à 800 € par an. Ah oui, là, c'est plus sensible, hein. C'est une augmentation nette. Donc, si on résume, les retraités modestes, en dessous de 1 667 euros par mois par personne, sont plutôt gagnants. Par contre, les 20% de retraités les plus aisés, ceux qui dépassent ce seuil, eux, ils vont voir leur impôt augmenter. C'est ça, on voit bien la logique de redistribution affichée. Après, l'argument de la simplification est aussi avancé, peut-être pour certains revenus intermédiaires. Mais le cœur de la mesure, c'est bien ce transfert d'avantages fiscal des retraites plus élevées vers les plus basses.
Ça va forcément faire grincer quelques dents chez ceux qui perdent cet avantage. C'est une vraie redistribution des cartes fiscales, comme vous disiez. Tout à fait. Bon, ça c'était le premier volet, mais ce n'est pas tout. Pour 2026, il y a aussi cette fameuse année blanche. Et là, il faut revenir au contexte plus global. Ce plan annoncé par François Bayrou en juillet 2025. Oui, ce plan fiscal s'inscrit dans quelque chose de plus large, ce plan d'austérité baptisé Stop à la dette. Le Premier ministre a posé un diagnostic assez sévère sur les finances publiques. Oui, j'ai noté les termes France accro aux dépenses publiques, 57% du PIB en dépenses contre 50% en recettes, le surendettement comme une malédiction. C'est ça, des mots forts pour justifier un objectif chiffré, ramener le déficit public de 5,4% du PIB en 2025 à 2,8% d'ici 2029. Et ça demande 44 milliards d'euros d'économie, hein, c'est colossal. Énorme. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient l'année blanche prévue pour 2026. Alors, concrètement, année blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire gel des revalorisations pendant un an. Et ça concerne quasiment tout. Les pensions de retraite, de base et complémentaires, les allocations familiales, le RSA, les APL, mais aussi le point d'indice des fonctionnaires. Et, point très important pour notre sujet, le gel des barèmes de l'impôt sur le revenu. Tout est gelé. Pas d'exception, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. C'est le message qui a été passé, très clairement. D'accord. Et la justification du gouvernement, c'est de dire que l'inflation prévue pour 2026 est très faible, autour de 1,1%. Donc la perte de pouvoir d'achat réel serait limitée. Mais bon, une non-revalorisation, ça reste une perte par rapport à ce qu'aurait dû se passer, non? Même avec peu d'inflation? Potentiel. On parle d'environ 7 milliards d'euros au total sur l'année 2026. 7 milliards d'euros, c'est énorme. Oui, l'Institut des politiques publiques, l'IPP, a donné des estimations un peu plus fines. Environ 2,6 milliards sur les retraites de base seules, 1,3 milliard sur les autres prestations sociales et, attention, 1,8 milliard rien que grâce au gel du barème de l'impôt. Donc leur total est un peu moins élevé, autour de 5,7 milliards, mais ça reste considérable. Ça reste une somme très importante, oui. Mais au-delà du budget, il y a l'impact social. L'IPP parle d'une mesure régressive. Qu'est-ce que ça signifie? Régressif, ça veut dire que la mesure pèse proportionnellement plus lourd sur les ménages qui ont le moins de revenus. Ah oui, pourquoi? Selon l'IP, les 5% des ménages les plus modestes pourraient perdre quasiment 1% de leur niveau de vie à cause de ce gel, alors que pour les 5% les plus riches, la perte serait inférieure à 0,3%. Et ça s'explique comment? C'est parce que les prestations sociales qui sont gelées, retraite, alloc, APL, représentent une part beaucoup plus importante du revenu total des ménages modestes que des ménages aisés. Donc, quand on les gèle, ça les touche plus durement, en proportion. D'accord, je vois. Et il y a aussi cet effet un peu pervers du gel du barème de l'impôt sur le revenu. Oui, ça c'est un point technique, mais important. Geler les tranches de l'impôt, alors que les salaires ou les pensions peuvent quand même augmenter un petit peu en valeur nominale, ça revient à une sorte de hausse d'impôt déguisée. Comment ça? Même si votre revenu n'augmente que très peu, comme les seuils des tranches d'imposition, eux, n'augmentent pas du tout, alors qu'ils devraient suivre à l'inflation, vous risquez de basculer dans la tranche supérieure. Ou alors une plus grande partie de votre revenu se retrouve taxée à votre taux le plus élevé, le taux marginal. Ah oui, d'accord. Même sans changer les taux d'imposition, on peut se retrouver à payer plus parce que les seuils n'ont pas bougé. Malin. Ou douloureux. C'est un effet mécanique bien connu. Et c'est là qu'on comprend cette expression de double peine qui a été utilisée, je crois, par les Républicains pour parler de la situation de certains retraités. Oui, tout à fait. Pour les retraités qui sont au-dessus du fameux seuil de 20 000 euros par personne. Ceux qui perdent déjà avec le nouveau forfait. Exactement. Eux, ils subissent les deux effets en même temps. Leur pension est gelée à cause de l'année blanche, donc pas de revalorisation. Et leur impôt risque d'augmenter à cause du passage au forfait qui est moins avantageux pour eux. C'est ça, la double peine. Et ça peut avoir d'autres conséquences au-delà de l'impôt sur le revenu lui-même. Oui, parce que ce changement de l'abattement, ça modifie la base imposable. Et donc, ça modifie le revenu fiscal de référence, le fameux RFR. Ah oui, le RFR. Et lui, il sert à plein de choses. Exactement. Il conditionne l'accès à certaines aides sociales, mais surtout il détermine le taux de CSG, la contribution sociale généralisée, qui est prélevée sur les pensions. Et donc, si le RFR augmente à cause du forfait moins avantageux, Un retraité peut basculer vers un taux de CSG plus élevé. On passerait par exemple du taux réduit de 3,8% ou 6,6% au taux plein de 9,1%. Les sources évoquent les seuils pour 2026.
qui serait ajusté de l'inflation passée, avec par exemple un seuil pour le taux plein à 23 564 € de RFR pour une personne seule. Une hausse du RFR peut donc faire franchir ce seuil. Donc, non seulement plus d'impôts sur le revenu, mais potentiellement plus de CSG aussi, et peut-être la perte de certaines aides. Ça commence à faire beaucoup. Oui, ça peut avoir un effet boule de neige. Sans oublier qu'il faut aussi tenir compte des abattements spécifiques pour les plus de 65 ans, qui compliquent encore un peu le calcul. Bon, face à ce tableau, un peu chargé pour une partie des retraités, est-ce qu'il y a des moyens d'anticiper, d'essayer de limiter les dégâts? Oui, les sources donnent quelques pistes, quelques conseils pratiques. Le premier réflexe, c'est d'utiliser les simulateurs en ligne. Sur impôts.gouv.fr, Oui, celui du site officiel ou d'autres sites spécialisés comme Moneyvox. Ça permet vraiment d'avoir une idée plus précise de l'impact du nouveau forfait de 2 000 € sur sa propre situation, voir où on se situe par rapport à ce seuil de 20 000 €. ensuite, j'imagine qu'il faut être hyper attentif à sa déclaration de revenus. Ah, ça, c'est crucial. Vérifier, revérifier la déclaration pré-remplie. Surtout si on est proche d'un seuil, que ce soit pour l'impôt ou pour la CSG. La moindre erreur peut coûter cher. Et est-ce qu'on peut agir pour essayer de réduire sa base imposable, maintenant que l'abattement de 10% disparaît pour certains? Oui, c'est l'autre levier. Il faut penser à toutes les charges qu'on peut déduire ou qui donnent droit à un crédit d'impôt. Ça peut être des frais de santé mal remboursés, l'emploi d'une aide à domicile, les dons faits à des associations, les travaux de rénovation énergétique. Tout ce qui peut venir grignoter le revenu imposable. C'est ça. Ça peut aider à compenser, au moins en partie, la perte de l'ancien abattement pour ceux qui sont concernés. Et donc, surveiller son RFR comme le lait sur le feu, ça devient une stratégie à temps plein. Ben oui, surtout si on flirte avec les seuils pour la CSG ou certaines aides. Et puis, pour ceux qui le peuvent, il y a toujours les options d'épargne qui permettent de réduire l'impôt, comme les versements sur un plan d'épargne retraite, un PER. Même si l'argent est bloqué après. Mais ça réduit le revenu imposable de l'année. Sinon, il y a les placements non fiscalisés comme le livret A ou une gestion optimisée de son assurance vie. Ce sont des pistes à explorer. D'accord. Donc on voit bien les impacts financiers et comment on peut essayer de s'y préparer. Mais tout ça, ça s'inscrit aussi dans un jeu politique plus large. Vous parliez du plan d'austérité annoncé en juillet 2025, mais juste avant, il y a eu ce qu'on a appelé le conclave social, entre février et juin. C'était quoi le but? Oui, ce conclave, c'était un peu une condition posée par les socialistes, d'après les sources, pour ne pas censurer le gouvernement Bayrou à ce moment-là. Une tentative de renouer le dialogue social après la réforme des retraites de 2023. Mais avec des limites claires, non? Ah oui, le cadre était très strict. François Bayrou avait posé 2 lignes rouges dès le départ. Primo, l'équilibre financier du système de retraite d'ici 2030. Et secondo, et c'est crucial, pas question de toucher à l'âge légal de départ à 64 ans. Donc on ne revenait pas sur le point le plus contesté de la réforme précédente. Qu'est-ce qui est sorti de ce conclave alors? On a parlé d'avancées. Oui, quelques ajustements ont été présentés. Sur la pénibilité, par exemple. 3 critères qui avaient été sortis en 2023, le port de charges lourdes, les vibrations, les postures pénibles sont réintégrées dans le dispositif. C'est une bonne nouvelle pour les salariés concernés. Sur le papier, oui, mais l'accent est surtout mis sur la prévention. Faire des cartographies des métiers, améliorer les visites médicales. Et la réparation, c'est-à-dire est-ce que ça permet de partir plus tôt? Eh bien non, justement, c'est là que le bas blesse. Ce point-là, la traduction des points de pénibilité en départ anticipé, ça n'a pas abouti. Gros désaccord avec les syndicats et le sujet a été reporté. Encore un dossier en suspens, il y a eu aussi des mesures annoncées pour les femmes, les carrières hachées. Oui, c'est présenté comme une concession importante. L'âge auquel la décote est annulée automatiquement, l'âge du taux plein, passerait de 67 ans à 66 ans et demi. Un petit gain. Un petit gain. Et aussi une meilleure prise en compte des trimestres de maternité pour l'accès aux carrières longues et un calcul de la pension qui pourrait être un peu plus favorable pour les mères en prenant les 23 ou 24 meilleures années au lieu des 25. Et pour les carrières longues en général, ça a bougé. Non plus. C'est aussi resté en suspens. Les syndicats voulaient assouplir les règles, le nombre de trimestres, l'âge de début d'activité, mais là encore, le gouvernement a renvoyé les décisions à plus tard, probablement à l'automne lors du vote du budget de la Sécu, le PLFS. Alors comment on interprète ces ajustements? Ils arrivent juste avant l'annonce d'un plan d'austérité assez dur. C'est un peu contradictoire, non? On peut y voir une stratégie politique assez fine en fait. Ce sont des concessions, certes, mais elles sont calculées. D'un côté, ça permet au gouvernement de dire « Regardez, on dialogue, on écoute, on humanise la réforme ». Ça donne des gages, notamment aux partenaires sociaux et à une partie de l'opposition.
Mais d'un autre côté, ces ajustements ne touchent absolument pas au cœur de la réforme de 2023, c'est-à-dire l'âge de départ à 64 ans, qui est la mesure qui a le plus gros impact budgétaire. Et en ciblant des groupes spécifiques, les femmes, certains travailleurs exposés, ça peut aussi avoir pour effet de rendre plus difficile la constitution d'un front uni, syndical ou politique, contre l'ensemble du projet. Diviser pour mieux régner, en quelque sorte. C'est une interprétation possible, oui. Concéder sur les marges pour tenir sur l'essentiel. Bon, alors, si on essaie de conclure cette exploration, 2026, ça s'annonce vraiment comme une année charnière pour les finances des retraités. On a d'un côté le gel des pensions, l'année blanche, et de l'autre, cette refonte de l'avantage fiscal avec le forfait de 2000 euros. C'est ça. Avec un objectif double affiché par le gouvernement, soutenir les plus petites retraites grâce au forfait et participer à l'effort global de redressement des comptes publics via l'année blanche et l'économie sur l'abattement. Mais la réalité derrière cet affichage, c'est que pour les retraités aux revenus moyens et supérieurs, ça risque de peser lourd sur le pouvoir d'achat et sur la feuille d'impôt. Oui, c'est l'effet mécanique qu'on a décrit. Et puis, il y a cette incertitude politique majeure. Tout ça, ça doit être voté à l'automne 2025 dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Et le débat risque d'être houleux. Très probablement. On sent bien la tension entre, d'un côté, les impératifs budgétaires qui sont martelés par le gouvernement, et de l'autre, la notion de juste retraite, les critiques sur la double peine, la menace de motion de censure qui n'est jamais très loin. L'issue n'est pas écrite. La situation pour 2026 reste donc vraiment suspendue à ces décisions politiques de l'automne. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question pour aller plus loin. Oui, bien sûr. Face à cette pression continue sur les revenus des retraités et cette priorité absolue donnée à la réduction du déficit, si ces mesures de 2026 ne suffisent pas ou si le contexte économique change encore, quelle pourrait être la prochaine étape? Vous voulez dire d'autres réformes des retraites ou de la fiscalité? Oui, quelles autres pistes pourraient être explorées pour assurer à la fois la soutenabilité financière du système, qui est un vrai enjeu, et l'équité sociale, qui est une demande forte, au-delà des ajustements qu'on vient de discuter pour 2026? C'est la question à 1 million d'euros, j'ai envie de dire. Comment trouver cet équilibre durable entre les comptes publics et la justice sociale, surtout avec le vieillissement de la population? C'est un sacré défi pour les années à venir. Voilà qui nous laisse matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage détaillé. Merci à vous.